LSD, un vieil homme, a changé un pneu. Sur la banquette arrière, le millionnaire écoutait. Chaque mot simple était une pure vérité. Et il ne put jamais l'oublier. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'après-midi ensoleillé à Montpellier contrastait avec l'humeur d'Élise Moreau. Cette pédagogue, de 35 ans, conduisait sa voiture sur la D986, en route pour un nouvel entretien d'embauche. Après 5 ans dédiés à une ONG qui avait fermé faute de ressources, elle cherchait maintenant à se réinventer professionnellement. Malgré les difficultés, Élise gardait le sourire et l'espoir que des jours meilleurs viendraient. La circulation était étonnamment fluide en ce jeudi après-midi, chose rare pour les standards de la ville méditerranéenne. Élise en profitait pour admirer le paysage éblouissant, avec la mer à sa gauche reflétant le ciel azur et à sa droite, les collines couvertes de garrigues. C'était l'un des rares plaisirs qui subsistaient dans sa routine épuisante de recherche d'emploi. Traversant le tronçon bien connu qui reliait le centre-ville aux plages du Nord, Élise aperçut une voiture arrêtée sur le bas-côté. Un monsieur aux cheveux grisonnants et à la posture voûtée semblait se battre avec un pneu crevé. Sans hésiter une seconde, elle signala sa manœuvre, ralentit et se gara juste devant. « Vous avez besoin d'aide, monsieur ?» demanda Élise, en s'approchant avec un sourire accueillant. L'homme, qui devait avoir dans les 70 ans, leva les yeux, révélant un regard fatigué mais bienveillant. Il essuya la sueur de son front avec un mouchoir déjà humide et acquiesça. « Ah, ma petite, ce serait une bénédiction. Je suis ici depuis presque 1 heure à essayer de changer ce pneu, mais mes articulations ne sont plus ce qu'elles étaient. » Répondit-il avec un accent qui n'était pas de la région. « Je m'appelle Élise, » se présenta-t-elle, tout en retroussant les manches de sa chemise qu'elle avait mise pour l'entretien. « Laissez-moi vous aider. Mon père m'a appris à changer les pneus depuis toute petite. »« Gérard Dupont, enchanté, » répondit-il, offrant une main calleuse pour une poignée de main ferme. « Je viens de Bourgogne, je rends simplement visite. »« À ma petite fille qui étudie à l'université ici. » Tout en préparant le cric et en commençant à desserrer les boulons de la roue, Élise engagea M. Gérard dans une conversation sans prétention. Elle découvrit qu'il avait été professeur de philosophie toute sa vie, ne prenant sa retraite que quelques années auparavant. Il parlait avec passion de l'éducation et de comment il croyait que de petits gestes de bonté pouvaient transformer le monde. « Vous me sauvez aujourd'hui, Madame Élise. De nos jours, c'est rare de voir quelqu'un s'arrêter pour aider un vieux comme moi, » commenta M. Gérard, observant l'habileté avec laquelle elle changeait le pneu. « Appelez-moi simplement. »« Élise, s'il vous plaît, » sourit-elle poursuivant son travail. « Et ce n'est pas grand-chose. Je crois que nous devons aider quand nous le pouvons. La vie est déjà assez difficile pour tout affronter seul. » Ce que ni l'un ni l'autre ne remarquaient, c'est qu'à quelques mètres de là, un BMW X5 noir s'était garé. À l'intérieur, Raphaël Mercier, 45 ans, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, observait la scène avec curiosité. Il revenait d'une réunion infructueuse avec des investisseurs et s'était arrêté pour répondre à quelques appels urgents quand il avait remarqué l'interaction entre Élise et M. Gérard. Raphaël était connu dans le monde des affaires pour son froid calcul et sa capacité à prendre des décisions difficiles sans sourciller. Il avait bâti son empire à partir de rien, venant d'une famille modeste de Normandie. Maintenant, avec des bureaux dans 3 grandes villes françaises et une expansion à l'international, il avait rarement le temps d'observer des scènes quotidiennes comme celle-ci. Quelque chose dans la spontanéité avec laquelle Élise aidait le vieil homme l'intriguait. Ces dernières années, Raphaël s'était entouré de personnes intéressées, qui ne s'approchèrent que pour ce qu'ils pouvaient. Offrir. Voir quelqu'un aider un inconnu sans attente de récompense semblait presque une scène d'un autre monde. Pendant ce temps, Élise et M. Gérard poursuivaient leur conversation. Elle lui racontait son travail dans l'ONG qui s'occupait d'enfants dans des quartiers défavorisés de Montpellier, enseignant la musique et les arts comme forme d'inclusion sociale. Malheureusement, nous avons perdu nos principaux sponsors il y a 3 mois. J'ai dû dire au revoir à 30 enfants que je considérais presque comme mes propres enfants, raconta-t-elle, la voix émue, tout en serrant le dernier boulon de la roue. Maintenant, j'essaie de recommencer, mais ce n'est pas facile de trouver un travail dans mon domaine avec une valorisation adéquate. Monsieur Gérard écoutait attentivement, acquiesçant avec empathie.
Vous savez, ma jeune amie, en 50 ans comme éducateur, j'ai appris que les plus grands retournements de situations dans la vie viennent souvent déguisés en infortune. Peut-être que cette fermeture n'est que le prélude à quelque chose de plus grand. Élise sourit, appréciant la sagesse dans les paroles du vieil homme. Elle finit de ranger les outils dans le coffre et se frotta les mains pour enlever la graisse. « Voilà, monsieur Gérard, vous pouvez reprendre la route tranquillement. »« Je ne sais pas comment vous remercier, ma petite. Combien vous dois-je pour le service ?» Élise fit un geste de négation de la main. « Vous ne me devez rien, promettez-moi juste de conduire prudemment et, quand vous le pourrez, de transmettre cette gentillesse à quelqu'un d'autre. » Le vieil homme sourit, les yeux embués d'émotion. « Vous savez, vous me rappelez beaucoup une élève que j'ai eue il y a de nombreuses années. Elle avait ce même esprit généreux, cette même lumière dans le regard. » Dans la BMW, Raphaël ressentit une étrange pression dans la poitrine. Il y avait quelque chose de familier dans la silhouette du vieux professeur, quelque chose qui remuait des souvenirs longtemps enfouis dans son esprit. Il prit ses lunettes de soleil dans la boîte à gants et ajusta le rétroviseur pour mieux observer la scène. Monsieur Gérard serra Élise dans ses bras en remerciement et à ce moment-là laissa tomber un vieux stylo plume qu'il portait dans la poche de sa chemise. Élise se baissa rapidement pour le ramasser, remarquant une inscription gravée. « Pour le maître, avec gratitude, R.M. » « Ce stylo semble spécial, » commenta-t-elle, rendant l'objet à son propriétaire. « Oh, oui, » répondit monsieur Gérard, le rangeant soigneusement. C'était un cadeau d'un élève très spécial, il y a de nombreuses années. Un jeune homme brillant issu d'une famille modeste, mais qui avait une détermination exceptionnelle. Il disait que j'avais changé sa vie avec mes cours de philosophie. Le vieux professeur sourit, perdu dans ses souvenirs. Parfois, je me demande ce qu'il est devenu. Dans la BMW, Raphaël sentit son cœur s'accélérer. La main qui tenait son téléphone tremblait légèrement. Ce stylo, il l'avait acheté avec son premier salaire de programmeur junior, économisant pendant des mois pour offrir un cadeau au professeur qui avait changé sa vie en l'encourageant à poursuivre dans le domaine de la technologie. « Impossible, » murmura-t-il, pour lui-même. « Ce ne peut pas être le professeur Dupont. » Pendant ce temps, Élise regardait sa montre et réalisait qu'elle était en retard pour son entretien. Avec un soupir résigné, elle prit congé de monsieur Gérard. « Je dois y aller. Malheureusement, j'ai un entretien d'embauche et je suis déjà en retard. Allez avec Dieu, ma petite, et merci encore. Voici ma carte avec mon numéro de téléphone si vous avez besoin de quoi que ce soit ou simplement pour une bonne conversation sur la philosophie, » offrit le vieil homme, tendant une carte simple avec ses coordonnées. Élise accepta la carte, la rangea dans son sac et retourna vers sa voiture. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle remarqua la BMW garée plus loin et pendant un bref instant, ses yeux croisèrent ceux de Raphaël à travers le rétroviseur. Ce fut un regard rapide, presque imperceptible, mais qui portait une étrange sensation de reconnaissance, comme si le destin les avait placés tous les trois là à ce moment précis, pour une raison plus grande. Elle démarra sa voiture et poursuivit son chemin, sans imaginer que ce simple geste de bonté par un après-midi ensoleillé serait le début d'un voyage qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de monsieur Gérard et de l'homme mystérieux dans la BMW. Comme prévu, Élise n'obtint pas l'emploi. L'entretien avait été reporté à la semaine suivante en raison de son retard, et elle rentrait chez elle avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle regrettait l'opportunité manquée. De l'autre, elle ne regrettait pas de s'être arrêtée pour aider monsieur Gérard. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la conversation avec ce monsieur qui lui fit sentir qu'elle était sur la bonne voie, malgré tous les obstacles. En arrivant dans son petit appartement du quartier La Trinité, près de l'université de Montpellier, Élise fut accueillie par Miel, son chat. L'endroit était simple mais accueillant, décoré de plantes, de livres et de quelques photographies des enfants de l'ONG. Elle jeta son sac sur le canapé et laissa échapper un soupir fatigué. Les économies s'épuisaient et les factures ne cessaient d'arriver. En préparant un café, Élise se souvint de la carte que monsieur Gérard lui avait donnée. Elle la sortit de son sac et observa l'information imprimée en lettres simples. Gérard Dupont, professeur de philosophie retraité, Bordeaux, Bourgogne, suivi d'un numéro de téléphone. Pour une raison quelconque, elle garda soigneusement la carte dans son agenda,
comme si elle pressentait que cette rencontre aurait encore des répercussions. Ce même soir, à quelques kilomètres de là, dans le luxueux complexe de la Baie des Anges, Raphaël Mercier n'arrivait pas à dormir. La vision de son ancien professeur avait réveillé des souvenirs longtemps endormis. Il se rappela son enfance modeste à Nantes, comment il avait obtenu une bourse dans une école privée grâce à l'encouragement d'un seul professeur qui avait cru en son potentiel. « Professeur Dupont », murmura-t-il, observant la ville illuminée par la fenêtre de sa suite. Après toutes ces années, Raphaël prit son ordinateur portable et commença à chercher. Ce ne fut pas difficile de trouver des informations sur Gérard Dupont. Le professeur avait pris sa retraite de l'Université de Bordeaux il y a 5 ans et tenait un blog sur la philosophie et l'éducation. Il y avait aussi des références à un livre publié sur l'éthique et la technologie, un sujet qui avait toujours été cher au vieux maître. Tout en naviguant à travers les informations, Raphaël se demandait qui était cette femme qui avait aidé son professeur. Il y avait quelque chose en elle, une authenticité, une présence qui l'intriguait. Dans son monde des affaires, il rencontrait rarement des personnes authentiques. La plupart cherchaient toujours des avantages, des connexions, des opportunités. Cette femme s'était simplement arrêtée pour aider un vieil homme, sans rien attendre en retour. Le lendemain matin, Élise se réveilla tôt. Elle avait un entretien d'embauche dans une école privée à 10 heures et elle était déterminée à ne pas être en retard cette fois. Elle s'habilla soigneusement, optant pour un ensemble discret mais élégant. Pendant qu'elle préparait son petit déjeuner, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle hésitante. « Élise, c'est Gérard Dupont, le monsieur que vous avez aidé hier sur la route. »« Monsieur Gérard, c'est bon d'entendre votre voix. Tout va bien pour vous ?»« Oui, ma jeune amie, grâce à vous, j'ai appelé pour vous remercier à nouveau et pour vous faire une invitation. Ma petite fille organise un petit événement à l'université sur l'éducation et l'inclusion sociale. Et j'ai pensé que vous, avec votre expérience dans l'ONG, pourriez contribuer au débat. Ce serait un honneur d'avoir quelqu'un avec votre connaissance et votre cœur. » Élise se sentit touchée par l'invitation. « Bien sûr, ce serait un plaisir. Quand sera-ce ? » « Ce samedi à 14 heures, dans l'auditorium du rectorat. Rien de très formel, mais une bonne opportunité pour du réseautage. Qui sait si quelque chose d'intéressant ne surgira pas pour vous. » Après avoir noté les détails et confirmé sa présence, Élise raccrocha avec un sourire. Peut-être que M. Gérard avait raison à propos des retournements de situation déguisés en infortune. Pendant ce temps, dans son bureau temporaire à l'hôtel, Raphaël menait une visioconférence avec des cadres de son entreprise à Paris. TechVision, la société qu'il avait fondée il y a 15 ans, était devenue l'un des principaux développeurs de solutions technologiques du pays, avec un accent sur la durabilité et l'impact social. Ironiquement, bien que ces produits visent à améliorer la vie des gens, Raphaël s'était de plus en plus éloigné du contact humain réel. Peu m'importe si le projet va prendre du retard. Je veux des résultats, pas des excuses, dit-il, sèchement à l'un de ses managers, terminant l'appel juste après. Son assistante, Camille, entra dans la pièce avec une tasse de café. « Votre café, Monsieur Mercier. Et un rappel que vous avez l'événement à l'université samedi. Votre participation a été confirmée en tant qu'orateur principal. » Raphaël haussa les sourcils, surpris. « Quel événement ?» « Le forum sur la technologie et l'éducation. Mademoiselle Béatrice Dupont a envoyé l'invitation il y a 3 semaines et vous avez confirmé. Elle est doctorante à l'université de Montpellier et... » « Dupont ?» interrompit Raphaël, soudainement intéressé. « Béatrice Dupont ? Oui, monsieur, selon mes registres, elle est la petite-fille d'un de vos anciens professeurs. Vous avez mentionné que vous aimeriez participer comme forme de gratitude. » Raphaël s'adossa à sa chaise pensif. Le destin lui jouait un curieux tour. D'abord retrouver son ancien professeur sur la route et maintenant découvrir qu'il serait au même événement organisé par sa petite-fille. Préparez une présentation sur nos projets éducatifs, Camille. Je veux quelque chose d'impactant, mais authentique. Le samedi après-midi, l'auditorium du rectorat de l'université de Montpellier était modérément rempli. Des étudiants, des professeurs et des professionnels de l'éducation et de la technologie s'étaient réunis pour l'événement, qui promettait de discuter des innovations et des défis dans l'enseignement français. Élise arriva avec 15 minutes d'avance, vêtue d'une simple mais élégante robe bleue.
Elle chercha M. Gérard parmi les présents et le trouva en pleine conversation animée avec une jeune femme d'environ 30 ans qui partageait ses yeux bienveillants et son sourire accueillant. « Élise, quel plaisir que vous soyez venue !» s'exclama le professeur en la voyant. « Voici ma petite fille, Béatrice Dupont, l'organisatrice de l'événement. Béa, voici la jeune femme qui m'a aidé sur la route, celle dont je t'ai parlé. » Béatrice tendit la main avec un sourire chaleureux. « Merci beaucoup d'avoir aidé mon grand-père. Il n'arrête pas de parler de vous depuis ce jour-là. » Élise sourit, se sentant immédiatement à l'aise. « Ce fut un plaisir de le rencontrer. Votre grand-père est une personne incroyable. Venez, laissez-moi vous présenter à quelques collègues. Monsieur Gérard m'a parlé de votre travail avec les enfants du quartier. Nous avons quelques professeurs ici qui développent des projets similaires. » Tandis que Béatrice la conduisait à travers l'auditorium, la présentant à diverses personnes, Élise ne remarqua pas l'arrivée d'une délégation d'exécutifs par l'entrée latérale. Raphaël Mercier, vêtu d'un costume impeccablement taillé, entra accompagné de 2 assistants qui portèrent de l'équipement pour sa présentation. Monsieur Gérard, cependant, le reconnut immédiatement. Même après tant d'années, ce regard déterminé et cette posture confiante étaient inconfondables. Pendant un moment, le vieux professeur resta paralysé, observant son ancien élève, maintenant un homme accompli et puissant. « Raphaël », murmura-t-il pour lui-même, ressentant une vague de fierté mêlée de mélancolie. Pendant que les organisateurs préparaient le début de l'événement, Élise conversait avec animation avec une professeure de la faculté d'éducation qui avait manifesté de l'intérêt pour son travail à l'ONG. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait énergisée, connectée avec des personnes qui partageaient ses valeurs et sa vision du monde. « Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre forum », annonça Béatrice au microphone. « C'est avec grand honneur que nous recevons aujourd'hui l'un des entrepreneurs les plus innovants du secteur technologique de France, quelqu'un qui a révolutionné la façon dont nous pensons l'interface entre technologie et éducation. Veuillez accueillir le PDG de TechVision, Raphaël Mercier. » Un murmure d'excitation parcourut l'auditorium, tandis que Raphaël s'avançait vers la scène. Élise, curieuse, se tourna pour voir l'orateur et ressentit un léger sursaut en reconnaissant l'homme de la BMW qu'elle avait brièvement aperçu sur la route. « Bonjour à tous », commença Raphaël, sa voix ferme résonnant dans l'auditorium. « Avant de commencer ma présentation sur les projets éducatifs de TechVision, j'aimerais faire un remerciement spécial. Il y a de nombreuses années, un professeur a changé le cours de ma vie en croyant en un garçon pauvre de la campagne, Normande. Il m'a enseigné que la connaissance sans humanité est vide, que la technologie sans but n'est que consommation. Et par une de ces merveilleuses coïncidences de la vie, ce professeur est ici aujourd'hui. » Les yeux de Raphaël balayèrent l'auditorium jusqu'à trouver M. Gérard visiblement ému. « Professeur Dupont, vous ne vous souvenez probablement pas de tous vos élèves, mais je suis certain que chacun d'eux se souvient de vous. Merci d'avoir été la première personne à me montrer que je pouvais être plus que ce que les circonstances me permettaient. » Un applaudissement spontané éclata dans l'auditorium. Monsieur Gérard, les larmes aux yeux, acquiesça en reconnaissance. Élise, à ses côtés, observait la scène émue, commençant à comprendre le lien entre les 2 hommes. Raphaël commença alors sa présentation, parlant des initiatives de son entreprise pour démocratiser l'accès à la technologie éducative. Il parla avec passion de l'importance d'unir l'innovation technologique avec des valeurs humaines, de comment les entreprises avaient une responsabilité sociale et comment l'éducation était la clé pour transformer le pays. En l'écoutant, Élise ne pouvait s'empêcher de remarquer la contradiction entre le discours passionné et l'expression froide et calculatrice qu'elle avait vue chez l'homme dans la voiture. Il y avait quelque chose de dissonant, comme si l'entrepreneur jouait un rôle qui n'était pas totalement le sien. À la fin de la présentation, pendant la session de questions, Élise prit son courage à 2 mains et leva la main. Béatrice, qui modérait le débat, lui donna la parole. « Monsieur Mercier, votre entreprise développe des technologies impressionnantes pour l'éducation. Mais en pratique, combien d'écoles publiques y ont réellement accès? Comment garantir que ces ressources n'augmentent pas encore plus l'inégalité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas payer ?» Un silence tendu parcourut l'auditorium. La question, bien que respectueuse, était directe et touchait un point sensible.
Raphaël ajusta sa cravate, visiblement surpris par l'approche. « Une excellente question, madame. Élise Moreau. J'ai travaillé 5 ans avec des enfants de quartiers défavorisés ici à Montpellier. » Raphaël plissa les yeux, la reconnaissant finalement comme la femme qui avait aidé son professeur sur la route. « Mademoiselle Moreau, vous touchez un point crucial. La technologie sans accès est un privilège, pas une démocratisation. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que TechVision lance un programme de partenariat avec des écoles publiques, en commençant ici en Occitanie. Nous voulons que nos ressources soient disponibles pour tous, pas seulement pour ceux qui peuvent payer. » La réponse fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Élise, cependant, garda une expression sceptique. Il était facile de faire des promesses sur une scène. Difficile était de les mettre en œuvre dans la réalité complexe des écoles publiques françaises. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa question avait profondément touché Raphaël, réveillant une inquiétude endormie. Pour la première fois depuis longtemps, il se vit confronté non seulement par des mots, mais par le regard direct et honnête de quelqu'un qui connaissait de près la réalité dont il parlait avec éloquence, mais distance. Après la fin de l'événement, les participants se réunirent pour une petite réception dans le jardin du rectorat. Des groupes se formèrent autour des tables de café, tandis que des conversations animées sur l'éducation et la technologie remplissaient l'air. Raphaël, entouré d'admirateurs et de partenaires potentiels, maintenait un sourire diplomatique tout en distribuant des cartes et des promesses de réunions futures. De loin, Élise l'observait. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'intriguait, la dualité entre le discours passionné et la posture calculatrice, entre les paroles inspirantes et le regard froid qu'elle avait capté sur la route. Prenant une gorgée de son café, elle décida de s'éloigner un peu de l'agitation, marchant jusqu'à un banc sous un énorme figuier qui dominait le centre du jardin. « Votre question a mis l'entrepreneur au pied du mur », commenta M. Gérard, s'approchant d'elle d'un pas, lent et s'asseyant à ses côtés. « J'ai aimé voir ça. »« Ce n'était pas mon intention de l'embarrasser, » répondit Élise, « mais je suis fatigué d'entendre des promesses vides de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une école publique ou parlé avec un enfant qui n'a pas de quoi manger, encore moins une tablette pour étudier. » Le vieux professeur sourit, ses yeux brillants d'un mélange de sagesse et de mélancolie. « Vous savez, Raphaël n'a pas toujours été ainsi. Il vient d'une famille très modeste, a étudié dans des écoles publiques toute sa vie. Il est entré à l'université par son propre mérite, travaillant le jour et étudiant la nuit. » Élise haussa les sourcils, surprise par la révélation. Il semble si déconnecté de la réalité. « Le succès a parfois cet effet sur les gens, » soupira M. Gérard. « Ils s'entourent de tant de confort qu'ils oublient comment c'est de vivre sans. Mais au fond, je crois qu'il existe encore quelque chose du garçon que j'ai connu, celui qui voulait changer le monde avec une technologie accessible à tous. » Pendant qu'ils conversaient, ils ne remarquèrent pas que Raphaël s'était détaché de son groupe et marchait vers eux, d'un pas décidé, mais avec une expression qui révélait une certaine hésitation. « Professeur Dupont », appela-t-il, s'arrêtant à quelques pas du banc. « Serait-il possible de parler un moment ?» Monsieur Gérard sourit et fit un geste pour qu'il les rejoigne. « Bien sûr, mon garçon, je crois que vous connaissez déjà Élise, même si ce n'est pas formellement. » Raphaël acquiesça, se tournant vers elle avec une expression difficile, à déchiffrer. « Mademoiselle Moreau, votre question était très pertinente. J'aimerais en savoir plus sur votre expérience avec l'éducation dans les communautés vulnérables. » La sincérité dans sa voix prit Élise par surprise. Elle s'était attendue à une approche plus défensive, voire condescendante. « J'ai travaillé 5 ans au projet Harmonie dans le quartier Saint-Martin, » répondit-elle. « Nous enseignons la musique, les arts et du soutien scolaire aux enfants de 7 à 14 ans. La plupart n'avaient jamais touché un instrument ou utilisé un ordinateur avant d'arriver chez nous. »« Et qu'est-il arrivé au projet ?» demanda Raphaël, s'asseyant sur une chaise proche. « Nous avons perdu le financement il y a 3 mois. Notre principal sponsor a retiré son soutien en invoquant un réalignement stratégique des investissements sociaux, » expliqua-t-elle, sans pouvoir cacher l'amertume dans sa voix. Traduction. Ils ont décidé d'investir dans des projets avec plus de visibilité médiatique et moins d'impact réel. Raphaël resta silencieux un moment, tambourinant des doigts sur sa jambe. Cela arrive plus souvent qu'il ne le devrait. Les entreprises traitent la responsabilité sociale comme une stratégie de marketing, pas comme un engagement authentique. « Y compris la vôtre ?»
demanda Élise, le regardant directement dans les yeux. La question plana dans l'air pendant quelques secondes tendues. Monsieur Gérard observait l'interaction avec intérêt, sans intervenir, y compris la mienne, admit finalement Raphaël, surprenant tant Élise que son ancien professeur. Nous avons commencé avec des idéaux authentiques, mais au fil des années, les métriques et les résultats pour les actionnaires sont devenus la priorité. L'honnêteté inattendue créa un bref moment de connexion entre eux. Élise vit pour la première fois un éclair de vulnérabilité sur le visage de l'entrepreneur. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle, intriguée. « Parce que votre question m'a fait réaliser quelque chose que j'ignore depuis longtemps, » répondit-il, passant la main dans ses cheveux bien coupés. « Et parce que le hasard nous a mis au même endroit 2 fois en moins d'1 semaine. Cela me semble trop significatif pour l'ignorer. » Monsieur Gérard sourit discrètement, comme s'il assistait à un cours où les élèves arrivaient exactement aux conclusions qu'il espérait. « Élise, continua Raphaël, j'aimerais en savoir plus sur le travail que vous avez développé. En fait, j'ai une proposition. » Il fit une pause comme s'il choisissait soigneusement les mots suivants. « TechVision développe une plateforme d'éducation numérique pour les communautés défavorisées. Et nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment les besoins réels de ces enfants, pas seulement ce que nous imaginons être leurs besoins. » Élise le regarda avec scepticisme. « Vous m'offrez un emploi, monsieur Mercier. »« Je vous offre un partenariat, corrigea-t-il. Nous avons besoin de personnes comme vous pour garantir que nos projets sociaux aient un impact réel, pas seulement de belles. Présentation PowerPoint. Consultante initialement, avec la possibilité d'intégrer notre équipe permanente d'innovation sociale. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, Béatrice s'approcha du groupe, portant un dossier. « Grand-père, Élise, je vous cherchais, » dit-elle, avec enthousiasme, avant de remarquer Raphaël. « Monsieur Mercier, j'espère que vous appréciez l'événement. »« Certainement, » répondit-il avec un sourire professionnel. « Votre organisation est impeccable. »« Merci. En fait, je voulais vous parler d'une coïncidence intéressante, » continua Béatrice, ouvrant le dossier qu'elle portait. « En faisant des recherches pour ma thèse sur l'impact social de la technologie éducative, j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, va vous intéresser tous. » Elle sortit du dossier un article académique intitulé « Démocratisation technologique, base philosophique, pour une éducation numérique inclusive » et le tendit à Raphaël. Cet article, écrit par mon grand-père il y a 15 ans, propose un modèle très similaire à celui que votre entreprise met en œuvre maintenant, monsieur Mercier. Et le plus intéressant, elle se tourna vers Élise, la méthodologie que vous appliquiez au projet Harmonie suit des principes très proches de ceux que mon grand-père a théorisés dans ce travail. Raphaël examina l'article avec une surprise croissante. « Professeur, je ne savais pas que vous aviez publié cela. » Monsieur Gérard sourit, humble. Ce n'était qu'une modeste contribution au débat académique de l'époque. Peu y ont. Prêtez attention en vérité. Mais Raphaël semblait sincèrement impressionné. Cela anticipe beaucoup de ce que nous essayons de construire maintenant. L'intégration de la technologie avec des valeurs humanistes, l'idée que les outils numériques doivent compléter, non remplacer l'interaction humaine. Il regarda son ancien professeur avec une nouvelle admiration. Vous étiez des décennies en avance. Le mérite n'est pas entièrement le mien, répondit monsieur Gérard. Beaucoup de ces idées sont nées de discussions avec des élèves brillants comme vous, Raphaël. Vous souvenez-vous de ces débats animés dans le laboratoire d'informatique? Vous défendiez toujours que la technologie pouvait résoudre n'importe quel problème social si elle était correctement appliquée. Un sourire nostalgique apparut sur le visage de Raphaël, et vous me rappeliez toujours que derrière chaque ligne de code se trouve un être humain, avec ses complexités et ses contradictions. Élise observait l'interaction entre les deux. Avec une fascination croissante, c'était comme regarder les pièces d'un puzzle s'emboîter lentement. « Alors vous avez été l'élève de monsieur Gérard ?» demanda-t-elle. « Pas seulement un élève, » répondit Béatrice, qui semblait enthousiaste, « de la découverte. » Selon les remerciements de cet article, Raphaël Mercier a été l'un des principaux collaborateurs dans les recherches initiales qui ont fondé la théorie. Raphaël prit l'article des mains de Béatrice et tourna jusqu'à la page des remerciements. Là, parmi d'autres noms, je remercie particulièrement le jeune étudiant Raphaël Mercier.
dont la vision novatrice sur le potentiel démocratique de la technologie a inspiré nombre des idées présentées ici. Un silence chargé. D'émotions s'établit entre eux. Raphaël semblait touché par une reconnaissance qu'il ignorait jusqu'à ce moment. « Professeur, dit-il finalement, la voix légèrement émue, vous ne m'avez jamais parlé de cela. Vous étiez déjà parti ?»« Pour Paris quand l'article a été publié, » expliqua M. Gérard. « J'ai essayé de vous contacter plusieurs fois, mais vous étiez occupé à construire votre empire. » Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, juste une constatation tranquille. « Et maintenant, 15 ans plus tard, nous trois nous rencontrons par hasard au bord d'une route, » observa Élise, sentant un frisson parcourir son échine. « Cela semble presque prédestiné ?» compléta M. Gérard avec une lueur dans les yeux. « Je préfère penser que ce sont les connexions humaines authentiques qui tendent à se retrouver, même séparées par le temps et les circonstances. » Raphaël regarda du professeur à Élise, puis à l'article dans ses mains. Une idée commençait à se former dans son esprit, une idée qui pourrait changer le cours de son entreprise et peut-être le reconnecter avec les idéaux qui l'avaient motivé au début de son parcours. « J'ai une proposition, » dit-il, soudainement animé. « Pas seulement pour Élise, mais pour vous deux. Que pensez-vous de revisiter ce travail, de transformer cette théorie en pratique à l'échelle nationale ?»« Qu'est-ce que vous proposez exactement, monsieur Mercier ?» demanda Élise, toujours prudente. « D'abord, s'il vous plaît, appelez-moi Raphaël, » répondit-il avec un sourire qui, pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu, semblait authentiquement chaleureux. « Et je propose que nous formions une équipe. Professeur Dupont avec sa base théorique et sa sagesse, vous avec votre expérience pratique, et moi avec les ressources de TechVision. Nous pourrions créer quelque chose de vraiment transformateur. » « Un projet pilote ici à Montpellier, » suggéra Béatrice, contaminée par l'enthousiasme. « Pour commencer, acquiesça Raphaël, mais avec un potentiel d'expansion nationale si cela fonctionne comme nous l'espérons. » Élise échangea un regard avec M. Gérard qui acquiesça discrètement, l'encourageant. « Je suis intéressée, dit-elle finalement, mais j'ai des conditions. »« Je vous écoute, » répondit Raphaël, se penchant légèrement en avant. « Je veux une autonomie réelle. Je ne veux pas que cela devienne simplement un outil de marketing pour votre entreprise, et je veux que nous commencions par le quartier Saint-Martin, avec les mêmes enfants que nous servions avant. »« Juste, » acquiesça Raphaël. « Une autre condition ? » ?»« Oui, » ajouta-t-elle avec un léger sourire. « Je veux comprendre pourquoi vous nous avez observés ce jour-là sur la route et ne vous êtes pas approchés. Pourquoi avez-vous fait semblant de ne pas reconnaître votre ancien professeur ?» La question prit Raphaël au dépourvu. Il regarda M. Gérard, puis revint à Élise. « Parce que j'avais honte, » admit-il finalement. Honte d'être devenu quelqu'un de différent du jeune idéaliste qu'il a connu. Quelqu'un qui a priorisé les profits et l'expansion au détriment des valeurs qu'il m'a enseignées. Il fit une pause, respirant profondément. « Quand je vous ai vus tous les deux sur la route, quelque chose s'est réveillé en moi. Un souvenir de qui j'étais autrefois, de qui je voulais être. » L'honnêteté crue de la confession créa un moment de vulnérabilité partagée entre les trois. M. Gérard posa une main sur l'épaule de son ancien élève. « Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir son but, mon garçon, » dit-il doucement. « Comme je le disais toujours dans mes cours, le vrai succès n'est pas dans la destination, mais dans le voyage et dans les vies que nous touchons en chemin. » Béatrice, qui observait la scène avec fascination, avait les larmes aux yeux. « Cela donnerait un livre incroyable, vous savez. L'histoire de comment une rencontre fortuite sur la route a reconnecté 3 personnes et déclenché un projet qui pourrait transformer l'éducation en France. » Raphaël, Élise et M. Gérard se regardèrent, chacun mesurant l'ampleur de ce qui se passait. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté au bord d'une route se transformait en quelque chose de bien plus grand que ce que l'un d'eux aurait pu imaginer. La semaine suivante à l'événement, Élise se trouvait au 15e étage d'un imposant édifice commercial au centre de Montpellier. Le bureau régional de TechVision occupait tout l'étage, avec des murs de verre qui offraient une vue panoramique sur la Méditerranée. La modernité de l'environnement contrastait avec la nervosité qu'elle ressentait, attendant dans la salle de réunion, entourée d'exécutifs en tenue formelle.
Raphaël avait tenu parole et organisé une réunion officielle pour discuter du projet qu'ils appelaient maintenant Connexion numérique. Sa proposition initiale avait rapidement évolué. Ce ne serait pas seulement un programme éducatif, mais une plateforme intégrée qui unirait technologie, éducation humanisée et développement communautaire. Pendant qu'Élise révisait ses notes, la porte s'ouvrit et Raphaël entra, suivi de Monsieur Gérard. L'homme d'affaires portait un costume bleu marine impeccable, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une légèreté, une énergie renouvelée qui n'était pas présente le jour de l'événement à l'université. « Bonjour à tous », commença Raphaël, prenant sa place en bout de table. « Je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui n'est pas une réunion ordinaire. Nous sommes ici pour redéfinir l'objectif social de TechVision. » Des murmures parcoururent la salle. Quelques cadres échangèrent des regards préoccupés. « Raphaël » interrompit un homme d'âge moyen à l'expression sérieuse, « les actionnaires attendent le rapport trimestriel la semaine prochaine. Ce n'est peut-être pas le moment idéal pour des changements drastiques d'orientation. »« C'est précisément pour cela, Charles, » répondit Raphaël avec une tranquillité surprenante. « Ce que nous présenterons aux actionnaires ne sera pas simplement un autre rapport de croissance incrémentale, mais une vision complètement nouvelle qui peut transformer non seulement notre entreprise, mais le secteur éducatif français. » Il fit un geste vers Élise, l'invitant à prendre la parole. Respirant profondément pour contrôler sa nervosité, elle se leva. « Bonjour, je suis Élise Moreau, pédagogue spécialisée en technologies éducatives et expérimentée en projets sociaux. » se présenta-t-elle, gardant la voix ferme malgré l'intimidation qu'elle ressentait. « Le projet que nous proposons, Connexion numérique, n'est pas simplement une initiative de responsabilité sociale d'entreprise. C'est une réimagination complète de comment la technologie peut être démocratisée pour servir les communautés vulnérables. » Pendant les 30 minutes suivantes, Élise présenta le concept avec passion et précision technique. Elle parla de comment la plateforme combinerait matériel accessible, logiciel intuitif et, le plus important, formation humaine. Elle décrivit comment le projet pilote dans le quartier Saint-Martin pourrait être documenté, évalué et ultérieurement répliqué à l'échelle nationale. Quand elle termina, M. Gérard prit la parole, apportant le fondement théorique et philosophique du projet. Il parla avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui a passé des décennies à réfléchir sur l'éducation, la technologie et l'humanisme. Le différentiel de ce projet, conclut le professeur, c'est qu'il ne traite pas les enfants et les communautés vulnérables comme des récepteurs passifs de charité technologique, mais comme des co-créateurs de solutions pour leurs propres défis. Cela génère non seulement des résultats éducatifs, mais aussi de la dignité et de l'autonomie. Un silence réflexif s'empara de la salle quand M. Gérard termina son discours. Raphaël observait attentivement les réactions de son équipe exécutive. Certains semblaient enthousiastes, d'autres sceptiques, et quelques-uns clairement préoccupés par les implications financières. « Je comprends les préoccupations que vous pourriez avoir, » dit Raphaël se levant. « Oui, cela exigera un investissement. Oui, le retour ne sera pas immédiat en termes de profit direct, mais pensez à ce que nous avons construit ces 15 dernières années, une entreprise qui domine le marché, mais qui a perdu à un moment donné son âme originelle. » Il marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville un moment avant de se retourner vers l'équipe. « Quand j'ai fondé TechVision, je ne rêvais pas seulement de créer la plus grande entreprise technologique de France. Je rêvais de transformer des vies à travers la démocratisation de la connaissance. À un certain point du chemin, nous nous sommes égarés de cette mission. Le projet Connexion numérique est notre chance de nous reconnecter avec notre but originel. » Charles, le cadre qui avait exprimé sa préoccupation initialement, ajusta ses lunettes avec une expression pensive. « Les chiffres sont convaincants, je dois l'admettre, et l'approche est innovante, mais le Conseil interrogera l'impact sur le prochain trimestre. »« Laissez-moi gérer le Conseil, » répondit Raphaël avec un sourire confiant. « De plus, ce n'est pas seulement un projet social, c'est une opportunité de développer des technologies et des méthodologies qui pourront créer une nouvelle ligne d'activité orientée vers le secteur public. Pensez au potentiel de marché. Si nous prouvons que notre approche fonctionne. » La réunion se poursuivit pendant 2 heures de plus, avec des discussions techniques, financières et logistiques. À la fin,
La majorité des cadres semblait, sinon totalement convaincus, du moins ouverte à l'idée. Quand la salle commença à se vider, Raphaël invita Élise et M. Gérard à rester. « Vous avez été brillants, dit-il, quand ils furent enfin seuls. Élise, votre présentation était impeccable. Professeur, vos arguments philosophiques ont donné au projet la profondeur dont nous avions besoin. Votre équipe semble compétente mais prudente, observa M. Gérard. Ce sont de bons professionnels, répondit Raphaël avec un soupir. Mais, comme moi, ils ont été progressivement façonnés par la logique du marché. Ils auront besoin de temps pour réadapter leur vision. Élise, qui était restée silencieuse depuis la fin de sa présentation, parla finalement. « Quand pouvons-nous commencer effectivement ? Les enfants du quartier Saint-Martin sont sans activité depuis des mois. »« Immédiatement, » répondit Raphaël. « Nous n'avons pas besoin d'attendre l'approbation formelle du Conseil pour lancer le projet pilote. Je vais désigner une équipe technique pour travailler directement avec vous dès demain. »« Et concernant l'espace physique, demanda-t-elle. Nous avons perdu notre siège quand le financement s'est arrêté. J'ai une idée pour cela, intervint M. Gérard, avec une lueur dans les yeux. Ma petite fille Béatrice a mentionné que l'université a un bâtiment sous-utilisé sur le campus, initialement destiné à des projets d'extension. Avec quelques rénovations, il pourrait être parfait, proche de la communauté et avec l'infrastructure de base déjà installée. Je peux financer les rénovations nécessaires, offrit immédiatement Raphaël, et équiper le lieu avec notre meilleure technologie. Nous avons besoin de plus que du matériel et des logiciels, rappela Élise. Nous devons réembaucher notre équipe précédente, éducateurs, assistants sociaux, psychologues, des personnes qui connaissent déjà la communauté et ont la confiance des familles. Faites une liste avec tous les noms et qualifications, demanda Raphaël. Nous offrirons des contrats formels avec tous les avantages. Pendant qu'ils discutaient des détails pratiques, Élise ressentait un mélange d'enthousiasme et d'incrédulité. Il y a seulement 2 semaines, elle était désespérée à chercher un emploi, regrettant la fin du projet qu'elle aimait. Maintenant, elle était sur le point de le reconstruire à une échelle bien plus grande, avec des ressources qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir à disposition. « Il y a quelque chose que je dois confesser, » dit Raphaël, quand la conversation sur les aspects pratiques diminua. Depuis notre conversation lors de l'événement, j'ai beaucoup réfléchi à mon parcours, à comment je me suis éloigné des idéaux qui me motivaient initialement. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en bois. De l'intérieur, il prit le même stylo-plume que M. Gérard portait le jour où Élise l'avait aidé sur la route. Ce stylo était un cadeau que j'ai fait au professeur Dupont quand j'ai obtenu mon premier emploi comme programmeur. J'ai économisé pendant des mois pour l'acheter. Il fit tourner l'objet entre ses doigts, pensif. Hier soir, j'ai fouillé dans mes vieux dossiers et j'ai trouvé ceci. Raphaël leur tendit un dossier jauni, d'où il sortit un ensemble de papiers manuscrits. C'était une ébauche détaillée d'un projet intitulé « Démocratisation technologique », un plan d'action pour les écoles publiques françaises, daté de 2005. C'était mon projet de fin d'études, encadré par le professeur Dupont, expliqua-t-il, avec un mélange de nostalgie et d'émotion dans la voix. Il est plein de naïveté et d'imperfection technique, mais l'essence est exactement ce que nous proposons maintenant avec Connexion numérique. Monsieur Gérard prit les papiers avec des mains légèrement tremblantes, les feuilletant, avec un sourire grandissant. « Je me souviens de ce travail, » dit le vieux professeur. Il était ambitieux, visionnaire. À l'époque, beaucoup de professeurs du jury l'ont considéré comme trop utopique. Et ils avaient raison d'une certaine façon, reconnut Raphaël. Je n'avais pas les ressources, l'expérience ou l'influence pour le mettre en œuvre. Mais maintenant, il fit un geste ample, englobant le bureau qui symbolisait son succès. Maintenant, j'ai toutes les ressources nécessaires, mais j'avais perdu la vision originale. Élise observait l'interaction entre les 2 hommes avec une compréhension croissante. Ce qui semblait initialement une coïncidence, leur rencontre, sur la route, se révélait maintenant comme un extraordinaire réalignement de destin. « Je crois qu'il n'existe pas de coïncidence, » dit-elle pensive. Peut-être que ce projet attendait le bon moment pour naître, quand les 3 éléments nécessaires pourraient en s'aligner. La philosophie, l'expérience pratique et les ressources. Représentés par nous 3, compléta M. Gérard, acquiesçant.
Alors que le soleil de l'après-midi inondait la salle de réunion d'une lumière dorée, les trois restèrent silencieux un moment, chacun absorbant l'ampleur de ce qu'ils étaient sur le point de construire ensemble. « Il y a une personne de plus dont nous avons besoin dans cette équipe », dit soudainement Raphaël. Béatrice. Son enthousiasme pour le projet combiné à sa recherche académique serait précieux. De plus, elle représente la nouvelle génération, le pont entre notre expérience et l'avenir. « Elle sera enchantée », répondit M. Gérard avec une fierté évidente. En fait, elle documente déjà notre histoire depuis l'événement. Elle dit que c'est du matériel pour sa thèse, mais je soupçonne qu'elle a des ambitions plus littéraires. Une documentation du processus serait extrêmement utile, observa Élise, tant pour évaluer notre impact que pour créer un modèle réplicable. Alors c'est décidé, conclut Raphaël, se levant avec une énergie renouvelée. Dès demain, nous commençons les préparatifs pratiques. Élise, vous coordonnerez l'équipe pédagogique. Professeur, vous serez notre consultant philosophique et méthodologique. Je garantirai les ressources et éliminerai les obstacles bureaucratiques. Quand ils se séparèrent dans le hall de l'immeuble, Élise se sentit envahie par un mélange d'émotions. Espoir, appréhension, enthousiasme et par-dessus tout, une profonde sensation de but renouvelée. À côté d'elle, M. Gérard semblait plus jovial et énergisé que lorsqu'elle l'avait rencontré. « C'est incroyable comme la vie nous surprend, n'est-ce pas ?» commenta le professeur, tandis qu'ils attendirent l'ascenseur. Trois inconnus se rencontrent, par hasard, et soudain ils sont unis par un objectif commun qui peut transformer d'innombrables vies. « Était-ce vraiment par hasard ?» demanda Élise avec un sourire énigmatique. Le vieux professeur se contenta de sourire en réponse, ses yeux brillants de la sagesse de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour savoir que parfois les plus grands miracles de la vie viennent déguisés en coïncidences quotidiennes. Les premières semaines du projet Connexion numérique furent un mélange d'enthousiasme contagieux et de défis inattendus. L'université de Montpellier avait cédé le bâtiment mentionné par Béatrice, une construction de 2 étages à la limite du campus, proche du quartier Saint-Martin. Le lieu auparavant utilisé pour des projets d'extension désactivés était en conditions précaires, nécessitant des rénovations substantielles. Raphaël, fidèle à sa parole, mobilisa une équipe d'ingénieurs et d'architectes pour transformer l'espace en un temps record. Les murs écaillés gagnèrent des couleurs vibrantes, le câblage ancien fut complètement remplacé et chaque salle fut équipée avec de la technologie de pointe, ordinateurs, tablettes, projecteurs interactifs et une connexion Internet à haut débit. Élise réussit à recontacter presque toute l'équipe originale du projet Harmonie. Éducateurs, assistants sociaux et psychologues, qui avaient été dispersés par la fin du financement précédent, revenaient maintenant, attirés non seulement par les salaires compétitifs offerts par TechVision, mais principalement par l'opportunité de reprendre un travail qu'ils aimaient. Par un samedi ensoleillé, 3 semaines après la réunion au bureau de TechVision, le centre était prêt pour son inauguration. Enfants et adolescents du quartier Saint-Martin, dont beaucoup avaient participé au projet précédent, formaient une file anxieuse à l'entrée, accompagnée par des parents curieux. Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons réussi à faire tout cela en si peu de temps, commenta Élise, ajustant une affiche de bienvenue dans le hall principal. À ses côtés, Béatrice organisait des kits de matériel qui seraient distribués aux nouveaux élèves, chacun contenant, outre des cahiers et des crayons, une tablette spécialement développée par l'équipe de Raphaël, robuste, intuitive et chargée d'applications éducatives. La vitesse à laquelle tout s'est passé est impressionnante, acquiesça Béatrice. Mais le plus surprenant est de voir mon grand-père s'y revitaliser. On dirait qu'il a rajeuni de 10 ans depuis que ce projet a commencé. En effet, M. Gérard circulait dans l'espace avec une énergie qui défiait son âge, expliquant la philosophie du projet aux éducateurs nouvellement arrivés, ses mains gesticulant avec animation, tandis qu'il parlait de l'importance d'équilibrer technologie et humanisme. Raphaël, quant à lui, se tenait discrètement en retrait, observant les préparatifs finaux avec une expression contemplative. Habillé de manière décontractée, jeans et polo, une tenue rarement associée au puissant PDG, il semblait à la fois déplacé et profondément connecté à l'environnement. « Nerveux ?» demanda Élise, s'approchant de lui avec 2 tasses de café. « Curieusement, oui, » admit Raphaël, acceptant la boisson. «
J'ai passé les 15 dernières années à diriger une entreprise technologique, présentant des projets multimillionnaires à des investisseurs, et je n'ai jamais ressenti la nervosité que je ressens maintenant. Parce qu'ici, le résultat importe vraiment à un niveau personnel, observa-t-elle avec une compréhension qui le surprit. Ce ne sont pas juste des métriques de succès dans un rapport. Trimestriel. Raphaël acquiesça, impressionné par sa perspicacité. Exactement. Ici, échouer ne signifie pas simplement perdre de l'argent ou des parts de marché. Cela signifie décevoir des personnes réelles, des enfants qui ont placé leur confiance dans ce que nous avons promis. Nous n'échouerons pas, affirma Élise avec une conviction qui venait d'années de travail en première ligne de projets sociaux. Il y aura des obstacles, des ajustements nécessaires, des moments de doute, mais nous n'échouerons pas. À 10 heures précises, les portes furent officiellement ouvertes. Des enfants entre 7 et 16 ans entrèrent timidement au début, beaucoup reconnaissant Élise et courant pour l'embrasser. Les parents et responsables regardaient autour d'eux avec un mélange d'admiration et de méfiance. La plupart d'entre eux habitués à des promesses non tenues de la part d'institutions et de projets sociaux qui apparaissaient et disparaissaient de la communauté. Madame Zoé, une dame de 62 ans qui élevait seule 3 petits-enfants, après que sa fille soit partie tenter sa chance à l'étranger, s'approcha d'Élise avec un regard évaluateur. « C'est bon de vous revoir, professeur, » dit-elle, sa voix portant l'accent caractéristique du sud-ouest, d'où elle venait des décennies auparavant. « Les enfants vous ont beaucoup manqué quand cet autre projet s'est terminé. »« Ils m'ont manqué aussi, Madame Zoé, » répondit Élise sincèrement. « Mais cette fois, je promets que ce sera différent. Nous avons des partenaires solides et un engagement à long terme. » La dame regarda autour, remarquant les équipements sophistiqués et la structure impeccable. « Tout est très beau, très chic. Mais combien de temps ça va durer? Les enfants se sont à peine remis de la déception de la dernière fois. » La question directe et chargée de scepticisme fit hésiter Élise. C'est Raphaël qui s'approcha, tendant la main à la dame. « Raphaël Mercier, madame. Je suis l'un des responsables de ce projet. » se présenta-t-il avec une humilité qui surprit Élise. « Votre préoccupation est plus que justifiée. Les promesses sont faciles à faire, difficiles à tenir. C'est pourquoi nous ne demandons pas une confiance immédiate, juste une chance de démontrer par des actions constantes que ce projet est là pour rester. » Madame Zoé l'examina de haut en bas, comme seule une grand-mère expérimentée sait le faire. « Vous ne semblez pas du genre à fréquenter les quartiers, » observa-t-elle sans détour. « Et je ne le suis pas, » admit Raphaël avec un sourire sincère. « J'ai passé des années dans des salles de réunion et des conférences internationales, oubliant le monde réel. Je suis ici pour apprendre autant que pour enseigner. » Quelque chose dans l'honnêteté crue de la réponse sembla satisfaire la dame. Elle acquiesça légèrement, puis se tourna vers ses petits-enfants, qui exploraient déjà avec animation les tablettes disposées sur une des tables centrales. La matinée se déroula dans un tourbillon d'activités. Les enfants furent divisés en groupes par âge, chacun dirigé par un éducateur qui combinait activités technologiques et dynamiques présentielles. Dans une salle, des adolescents apprenaient les fondamentaux de la programmation à travers des jeux. Dans une autre, des enfants plus jeunes créaient des histoires collectives en utilisant un logiciel de narration interactive. Monsieur Gérard circulait entre les salles, observant avec une satisfaction évidente la matérialisation de théories qu'il avait développées des décennies auparavant. Occasionnellement, il s'asseyait à côté d'un enfant, posant des questions simples sur ce qu'ils apprenaient, émerveillé par l'intuition naturelle qu'il démontrait avec des technologies qui, pour lui, semblaient encore presque magiques. Vers midi, quand une pause pour un déjeuner communautaire fut annoncée, Béatrice réunit Élise, Raphaël et Monsieur Gérard dans une petite salle de réunion. « Nous devons documenter cela adéquatement, » dit-elle, allumant son ordinateur portable. « Certainement, ce que nous vivons ici aujourd'hui est exceptionnel, non seulement pour les résultats immédiats, mais pour le processus qui nous a amenés jusqu'ici. » La chercheuse infatigable, plaisanta Monsieur Gérard avec une fierté évidente pour sa petite fille. Plus qu'une recherche académique, grand-père, je pense à un livre qui pourrait inspirer des initiatives similaires ailleurs. L'histoire de 3 étrangers qui se sont rencontrés par hasard et ont créé quelque chose de transformateur.
« Je ne suis pas très porté sur apparaître dans des histoires », commenta Élise, légèrement mal à l'aise. « Aucun de nous ne l'est », acquiesça Raphaël. « Mais Béatrice a raison. Ce qui importe n'est pas nous, individuellement, mais le processus qui nous a unis et ce que nous construisons ensemble. » Béatrice ouvrit un document sur son ordinateur, révélant une ébauche déjà bien développée. « Je travaille là-dessus depuis notre rencontre à l'université. Avec votre permission, j'aimerais transformer cela en un livre qui documente non seulement la méthodologie du projet, mais le parcours humain derrière. » Tandis qu'ils discutaient de la proposition de Béatrice, une agitation à l'extérieur attira leur attention. Des voix élevées venaient du hall principal. Élise fut la première à sortir pour vérifier ce qui se passait. Au centre du hall, un homme en costume, accompagné de 2 gardes de sécurité, conversait sèchement avec la coordinatrice administrative que Raphaël avait désignée pour le projet. En voyant Élise, la coordinatrice fit un geste de soulagement. « Ce monsieur insiste pour parler à monsieur Mercier », expliqua-t-elle, visiblement nerveuse. « Il dit que c'est urgent et que ça ne peut pas attendre. » Élise reconnut l'homme comme étant Charles, le cadre qui avait manifesté des inquiétudes lors de la réunion chez TechVision. Son expression tendue indiquait qu'il n'apportait pas de bonnes nouvelles. « Où est Raphaël ?» exigea-t-il, ignorant les présentations. « Nous avons une situation critique qui requiert une attention immédiate. »« Je suis ici, Charles, » répondit Raphaël qui avait suivi Élise jusqu'au hall. Qu'est-il arrivé de si urgent que cela ne pouvait pas attendre jusqu'à lundi? Le cadre lança un regard méfiant aux personnes alentour avant de répondre à voix basse. Le conseil a convoqué une réunion extraordinaire pour cet après-midi. Il a fuité dans la presse que vous avez redirigé des ressources significatives vers ce projet social sans approbation formelle. Les actionnaires sont en panique. Les actions ont chuté de 4% rien que ce matin. Raphaël maintint son sang-froid, bien qu'une veine pulsât à sa tempe. Et cela justifie d'interrompre l'inauguration d'un projet éducatif effrayant enfants et familles, avec des gardes et des voix élevées? Charles eut la décence de paraître embarrassé, remarquant finalement les regards curieux et appréhensifs des enfants et parents qui observaient la scène. « Désolé pour l'approche, mais la situation est grave. Votre présence à la réunion est indispensable. » Un silence tendu s'établit. Élise observait Raphaël, voyant le conflit interne gravé sur son visage, l'exécutif pragmatique luttant contre l'idéaliste récemment réveillé. « Vous allez devoir y aller, » dit-elle doucement, touchant son bras. « Nous nous occupons de tout ici. » Monsieur Gérard, qui s'était approché silencieusement, acquiesça en accord. Parfois, nous devons affronter le système de l'intérieur pour pouvoir le transformer. Raphaël regarda autour, vers les enfants qui jouaient, ignorant la tension des adultes, vers les éducateurs qui mettaient en œuvre avec enthousiasme la méthodologie qu'ils avaient développée ensemble, vers l'espace qui symbolisait la reconnexion avec ses idéaux originaux. « Dites au conseil que j'y serai, » répondit-il finalement à Charles. « Mais pas avant 15 heures. J'ai des engagements ici que je ne peux ni ne veux abandonner. » Le cadre semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans la détermination de Raphaël le retint. Avec un bref signe de tête, il se retira, accompagné des gardes. Quand ils furent partis, Raphaël se tourna vers Élise et monsieur Gérard avec une expression déterminée qui ne laissait aucun doute sur sa résolution. Indépendamment de ce qui se passera dans cette réunion, ce projet continuera, même si je dois le financer avec des ressources personnelles. Vous saviez que vous affronteriez des résistances, observa monsieur Gérard, avec la sagesse de quelqu'un qui a déjà vu de nombreuses batailles institutionnelles. Je savais, confirma Raphaël, mais j'ai sous-estimé la rapidité de la réaction. Ils ont peur non seulement des implications financières, mais du changement de paradigme que ce projet représente. « Et vous ?» demanda Élise, l'étudiant attentivement. « Avez-vous peur ?» Un sourire lent se forma sur le visage de Raphaël. Pour la première fois depuis de nombreuses années, non. Je suis préoccupé, oui, anxieux, certainement, mais je n'ai pas peur, parce que je fais enfin quelque chose qui a du sens à un niveau plus profond que des bilans et des projections de marché. À ce moment, une petite fille d'environ 8 ans s'approcha timidement du groupe. Dans ses mains, elle tenait une tablette avec un dessin coloré sur l'écran. Une représentation simple mais touchante de 3 figures se tenant la main. Une femme aux cheveux bouclés, un monsieur aux cheveux blancs et un homme en costume. « J'ai fait ça pour vous, »
dit-elle, tendant la tablette pour qu'il puisse mieux voir. La maîtresse a dit que vous êtes les anges gardiens de notre projet. Élise s'accroupit pour être à hauteur de la fillette. C'est magnifique, Clara, mais nous ne sommes pas des anges, nous sommes juste des personnes qui essaient de faire la différence. La fillette pencha la tête, considérant la réponse. Ma grand-mère dit que les anges sont des personnes que Dieu envoie quand on en a le plus besoin. Alors vous êtes bien des anges. La simplicité profonde de l'observation laissa les trois momentanément sans voix. Raphaël, particulièrement, semblait touché au-delà de ce qu'il pouvait exprimer. « Je peux l'imprimer pour vous ?» offrit la fillette, manipulant déjà la tablette avec l'aisance typique de sa génération. « Nous adorerions, » répondit Raphaël, retrouvant sa voix. « En fait, si tu permets, j'aimerais en emporter une copie pour la montrer à des personnes importantes cet après-midi. » Tandis que l'imprimante dans le coin de la salle bourdonnait doucement, produisant des copies du dessin enfantin, les trois se regardèrent, chacun traitant à sa manière la signification de ce moment. « Je crois que nous venons de recevoir notre amulette de protection pour les défis à venir, » commenta M. Gérard, ses yeux brillants d'émotion contenue. « Et notre rappel de ce qui compte vraiment, » ajouta Élise. Raphaël prit une des copies imprimées, regardant le dessin simple avec une révérence presque solennelle. « Ceci, dit-il, pliant soigneusement le papier et le rangeant dans la poche intérieure de sa veste, m'accompagne dans la salle du conseil. » La salle du conseil de TechVision, située au dernier étage du siège à Paris, était un monument à l'élégance corporative. Table en bois noble, fauteuils en cuir italien, panneaux acoustiques importés et une vue panoramique de la métropole créaient l'environnement parfait pour des décisions qui mouvaient des millions. Cet après-midi de samedi, les 12 membres du conseil étaient présents. Certains physiquement, d'autres par visioconférence, une convocation extraordinaire qui soulignait la gravité de la situation. Quand Raphaël entra, le silence qui s'établit était assez dense pour être coupé au couteau. Il avait changé les vêtements décontractés qu'il portait à l'inauguration du projet pour un costume sobre, mais gardait dans sa poche le dessin fait par Clara. « Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence un samedi, » commença-t-il, prenant sa place en bout de table. « Je comprends la préoccupation qui a motivé cette réunion extraordinaire. »« Préoccupation est un euphémisme, Raphaël, » interrompit Victor Martin, le plus ancien membre du conseil et l'un des premiers investisseurs de TechVision. « Nous parlons d'une chute significative de la valeur des actions, provoquée par des rumeurs selon lesquelles vous détournez des ressources corporatives vers des projets philanthropiques non approuvés par le conseil. »« Ce ne sont pas des rumeurs. »« Victor, » répondit Raphaël avec une tranquillité surprenante. « Nous investissons en effet dans un projet éducatif à Montpellier, un projet pilote qui combine notre technologie avec des méthodologies pédagogiques innovantes pour servir des communautés vulnérables. »« Et pourquoi n'avons-nous pas été consultés ?» questionna Marie Lefebvre, représentante d'un groupe d'investisseurs internationaux. « Les décisions qui impactent les résultats financiers de l'entreprise doivent être approuvées par ce conseil. »« Parce que je savais que vous diriez non, » répondit Raphaël avec une honnêteté directe. « Vous auriez évalué le projet exclusivement par la métrique du retour financier immédiat, ignorant son potentiel de transformation sociale et, oui, aussi d'innovation technologique et de développement de nouveaux marchés. » Un murmure de désapprobation parcourut la salle. Charles, qui était resté silencieux jusque-là, remit à chaque membre un dossier avec des analyses financières. « Les chiffres ne mentent pas, » dit-il, assumant son rôle de directeur financier. « Le détournement de ressources vers ce projet, ajouté à la réaction négative du marché, peut compromettre nos objectifs pour le trimestre. » Raphaël observa les conseillers examiner les rapports, leurs visages se durcissant progressivement, avec préoccupation ou indignation. C'était le moment qu'il craignait et simultanément pour lequel il s'était préparé depuis qu'il avait décidé de s'embarquer dans ce voyage. Avant de poursuivre avec des analyses exclusivement financières, dit-il se levant, j'aimerais présenter quelque chose de différent. Il connecta son ordinateur portable au système de projection de la salle et lança une présentation qu'il avait préparée pendant le vol de Montpellier à Paris. Les premières images montraient des enfants du quartier Saint-Martin interagissant avec les tablettes et systèmes développés par TechVision. « Ce que vous voyez n'est pas seulement un projet social, » expliqua Raphaël,
tandis qu'il avançait dans les diapositives. C'est un laboratoire vivant d'innovation. Ces enfants testent des interfaces qui peuvent révolutionner la façon dont nos produits sont utilisés dans des contextes éducatifs. Ils identifient des limitations et des possibilités que nos développeurs, dans leurs environnements contrôlés, ne percevraient jamais. Il passa à des graphiques et analyses préliminaires. En seulement un jour d'opération, nous avons déjà collecté des données précieuses sur l'utilisabilité, l'engagement et l'adaptabilité de nos systèmes dans des conditions réelles. Des données qui prendraient normalement des mois à obtenir dans des groupes de tests conventionnels. Victor Martin ajusta ses lunettes, son intérêt professionnel supplantant momentanément l'indignation. « Vous suggérez que ce projet a un potentiel commercial. »« J'affirme qu'il en a, » répondit Raphaël, avançant vers des diapositives qui montraient des projections de marché. Le secteur éducatif public français représente un marché potentiel de milliards d'euros, pratiquement inexploré par des solutions technologiques véritablement adaptées à sa réalité. Ce que nous développons à Montpellier pourrait devenir la norme pour les écoles publiques dans tout le pays. L'atmosphère dans la salle changea subtilement. Les conseillers regardèrent maintenant les chiffres avec une attention renouvelée. Raphaël savait qu'il avait capturé leur intérêt, mais savait aussi que ce ne serait pas suffisant. Cependant, continua-t-il, sa voix prenant un ton plus personnel, même s'il n'y avait pas de potentiel de profit, même si c'était exclusivement un projet social, je défendrai son importance pour l'avenir de TechVision. Il mit en pause la présentation, montrant la dernière image. Une photographie d'Élise, M. Gérard et lui-même, entourés d'enfants souriants à l'inauguration du centre. Quand j'ai fondé cette entreprise, il y a 15 ans, je ne rêvais pas seulement de profit et de valorisation de marché. Je rêvais de transformer des vies à travers la technologie, de démocratiser l'accès à la connaissance. À un moment du chemin, nous avons perdu cette vision au milieu d'objectifs trimestriels et d'expansions agressives. Marie Lefebvre croisa les bras, visiblement impatiente. Les histoires inspirantes ne paient pas les dividendes, Raphaël, mais elles créent des héritages, rétorqua-t-il, et attirent les meilleurs talents, et génèrent la loyauté des clients, et inspirent une innovation authentique. Il sortit de sa poche le dessin de Clara et le plaça sur la table de réunion. Ce matin, une fillette de 8 ans, qui n'avait jamais touché une tablette avant aujourd'hui, a créé ceci en utilisant notre logiciel. Elle m'a appelé Ange, ainsi que mes partenaires dans ce projet. Moi qui n'ai jamais été connu pour ma bonté ou ma générosité. La salle resta silencieuse, les conseillers divisés entre inconfort et curiosité face à la direction inattendue de la réunion. Mesdames et messieurs, je ne vous demande pas d'abandonner vos préoccupations financières légitimes. Je vous demande d'élargir votre vision de ce que cette entreprise peut être, de voir au-delà du prochain rapport trimestriel. Charles s'éclaircit la gorge, reprenant son rôle de voix de la raison financière. Raphaël, personne ici n'est contre la responsabilité sociale d'entreprise, mais il existe des protocoles, des processus d'approbation, des analyses d'impact, qui aurait mis ce projet en attente pendant des mois, sinon des années, compléta Raphaël. Certaines opportunités ne peuvent pas attendre la bureaucratie corporative. Certaines connexions humaines se produisent à des moments et des lieux inattendus, exigeant une action immédiate. Victor Martin, qui était resté pensif pendant le débat, parla finalement. Vous avez mentionné des partenaires. Qui exactement est impliqué dans ce projet outre TechVision? La question était perspicace, typique de l'investisseur vétéran, qui cherchait toujours à comprendre tous les angles avant de prendre des décisions. Raphaël hésita un moment, conscient que la réponse pourrait paraître encore plus irrégulière aux yeux du conseil. Professeur Gérard Dupont, un éducateur et philosophe qui a théorisé sur la technologie éducative bien avant qu'elle ne devienne courante. Et Élise Moreau, une pédagogue avec une expérience pratique en projets sociaux. Tous deux ont apporté des expertises complémentaires que notre équipe interne ne possédait pas. Et quelle est votre relation personnelle avec ces individus? Insista Victor, son ton suggérant qu'il soupçonnait quelque chose au-delà de partenariat professionnel. Raphaël respira profondément, sachant qu'était arrivé le moment de la vérité complète. Le professeur Dupont a été mon mentor à l'université. C'est lui qui m'a inspiré à fonder TechVision, bien que nous ayons perdu contact pendant de nombreuses années. Élise Moreau, je l'ai rencontrée il y a seulement quelques semaines, quand je l'ai vue aider le professeur Dupont sur la route,
avec un pneu crevé. Les sourcils de Victor se haussèrent de surprise. « Vous me dites que vous avez redirigé des ressources corporatives vers un projet basé sur une rencontre fortuite avec votre ancien professeur. » Formulé ainsi, cela sonnait encore plus irrégulier que ce que Raphaël craignait. Mais il était engagé dans la transparence totale. Je dis que le hasard m'a reconnecté avec des valeurs fondamentales qui s'étaient perdues dans mon parcours de PDG. Et que cette reconnexion a coïncidé avec une opportunité d'affaires que nous négligions par manque d'une perspective humaniste. Un silence prolongé suivit. Les conseillers échangèrent des regards, certains clairement sceptiques, d'autres pensifs. Finalement, Marie Lefebvre rompit le silence. « Votre passion est admirable, Raphaël, mais ce conseil a des responsabilités. Fiduciaires, nous avons besoin de plus que de l'inspiration pour approuver rétroactivement un investissement de cette magnitude. » « Je suis d'accord, » répondit Raphaël, la surprenant. « C'est pourquoi je propose ce qui suit. Établissons des métriques claires pour évaluer le projet après 3 mois. Des métriques qui incluent tant l'impact social que le potentiel de développement de produits commercialisables. Si nous n'atteignons pas les objectifs établis, j'assumerai personnellement les coûts. Vous êtes disposé à risquer votre propre patrimoine dans ce projet ? Demanda Charles, clairement impressionné. Je le suis, confirma Raphaël sans hésitation, parce que je crois qu'il représente non seulement l'avenir de ses enfants, mais l'avenir de Tech Vision elle-même, une entreprise qui reconnecte technologie et humanité. Victor Martin, le doyen du conseil, se pencha en avant, étudiant attentivement Raphaël. En 15 ans dans ce conseil, je ne vous ai jamais vu si passionné par un projet. Cela seul mérite notre attention. Il se tourna vers les autres conseillers. Je propose que nous accordions à Raphaël les 3 mois qu'il demande, avec des métriques claires et une supervision régulière. Non pas parce que nous croyons aveuglément à la viabilité commerciale du projet, mais parce que nous faisons confiance au jugement de l'homme qui a transformé une start-up en l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. La proposition de Victor fut reçue avec des signes d'approbation de plusieurs conseillers. D'autres restaient sceptiques, mais pas ouvertement hostiles. Après une brève discussion sur les détails de la supervision et des métriques, le Conseil approuva à la majorité la continuation du projet sous conditions spécifiques. Tandis que la réunion se terminait et que les conseillers se dispersaient, Victor Martin resta pour un mot en particulier avec Raphaël. « Vous jouez un jeu dangereux », commenta l'investisseur vétéran. « Mêler affaires et sentimentalisme se termine rarement bien. » « Ce n'est pas du sentimentalisme, Victor, » corrigea Raphaël. « C'est un but, et c'est peut-être exactement ce qui manquait, non seulement à moi, mais à l'entreprise dans son ensemble. » Le TE. Vieil investisseur étudia Raphaël un moment. « Savez-vous pourquoi j'ai soutenu votre proposition, malgré toutes les irrégularités procédurales ?» Raphaël nia de la tête. « Parce que j'ai reconnu dans vos yeux aujourd'hui la même lueur que vous aviez quand je vous ai connu il y a 15 ans. Un jeune homme obstiné avec une vision qui allait au-delà de simplement gagner de l'argent. » Victor sourit légèrement. Cette lueur avait disparu ces dernières années. C'est bon de la voir revenir. Avec une brève poignée de main, Victor se retira, laissant Raphaël seul dans la salle de réunion. Du haut du gratte-ciel, il contempla la ville qui s'étendait en dessous, pensant à la communauté très différente où il avait passé la matinée. Prenant son téléphone, il composa un numéro qui commençait déjà à devenir familier. « Élise, j'ai des nouvelles. » Pendant ce temps, à Montpellier, le centre éducatif continuait en pleine activité, même après l'heure prévue pour la fermeture. De nombreux enfants hésitaient à partir, fascinés par les possibilités qu'offraient les nouveaux équipements. Leurs parents, initialement sceptiques, observaient maintenant avec admiration l'enthousiasme de leurs enfants. Élise et M. Gérard supervisaient la fin des activités quand le téléphone d'Élise sonna. S'éloignant un peu, elle répondit à l'appel de Raphaël, écoutant attentivement son récit de la réunion du conseil. « Nous avons obtenu une approbation conditionnelle, » expliqua-t-il. « Nous avons 3 mois pour prouver la valeur du projet, tant en termes sociaux que commerciaux. »« 3 mois, c'est peu de temps, » observa Élise, préoccupée. « C'est plus que ce que nous aurions eu si nous avions suivi les protocoles conventionnels, » répondit Raphaël. « Et je suis confiant que ce que nous construisons parlera de lui-même. » Après avoir discuté brièvement des prochaines étapes, Élise raccrocha
et retourna là où M. Gérard conversait avec Béatrice, qui avait passé la journée à documenter chaque aspect de l'inauguration. « Bonne nouvelle ?» demanda le professeur, remarquant l'expression pensive d'Élise. « Mitigée », répondit-elle, résumant la conversation avec Raphaël. « Nous avons maintenant un délai défini et des attentes spécifiques à remplir. » « Les délais et les attentes font partie de tout projet sérieux », commenta M. Gérard avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà navigué dans de nombreuses eaux tumultueuses. « L'important est que nous avons une opportunité authentique de créer quelque chose de significatif. » Béatrice, qui tapait furieusement sur son ordinateur portable, leva les yeux. « Cela rend notre histoire encore plus intéressante. La tension entre idéalisme et pragmatisme, entre valeurs corporatives et humanistes. » « Nous n'écrivons pas un roman, Béa, » rappela Élise, bien qu'avec un sourire affectueux. « Toute grande transformation commence comme une histoire, » répondit Béatrice sans se laisser démonter. « Et celle-ci a tous les éléments d'un classique. Rencontres fortuites, reconnexions improbables, obstacles apparemment insurmontables et personnages complexes cherchant à redécouvrir leurs valeurs essentielles. » Monsieur Gérard rit doucement, mettant un bras autour des épaules de sa petite fille. « Ma chère scénariste, toujours à trouver des récits, là où d'autres ne voient que des événements quotidiens. » Mais il y avait de la vérité dans les paroles de Béatrice, et tous le savaient. Ce qui avait commencé comme un simple geste de bonté au bord d'une route se transformait en une histoire de proportions bien plus grandes, entrelaçant vies et institutions de manières inattendues. Tandis qu'ils rangèrent l'espace pour terminer la journée, Élise trouva la tablette que Clara avait utilisée pour faire son dessin. La fillette avait laissé ouvert un nouveau projet, une composition plus élaborée montrant non seulement les 3 anges, mais aussi d'autres enfants, tous connectés par des lignes colorées qui formaient une toile intriquée. Au centre de la toile, la petite artiste avait écrit en lettres enfantines, mais parfaitement lisibles, « Famille connexion numérique ». Élise appela M. Gérard et Béatrice pour voir l'image. Les 3 restèrent silencieux un moment, contemplant l'intuition profonde contenue dans le dessin enfantin. « Je crois que Clara a mieux compris que nous tous ce que nous construisons ici », commenta finalement M. Gérard. « Ce n'est pas seulement un projet éducatif ou une opportunité d'affaires, ou même une reconnexion avec des valeurs perdues. C'est une nouvelle forme de famille, unie non par le sang, mais par un but partagé. » Béatrice prit une photo de l'écran de la tablette avec son téléphone. « Ça va dans le livre, c'est certain. Parfois, les plus grandes vérités viennent des sources les plus inattendues. » En quittant le centre, le soleil se couchait sur Montpellier, teintant le ciel de tons orangés qui se reflétaient dans la mer. Les lumières du quartier Saint-Martin commençaient à parsemer le paysage, chacune représentant une famille, une histoire, une vie qui pourrait être transformée par ce qu'ils avaient initié ce jour-là. À Paris, Raphaël quittait l'immeuble de Tech Vision, emportant avec lui non seulement l'approbation conditionnelle du conseil, mais aussi une clarté, de buts renouvelés. Dans sa poche, le dessin de Clara servait de rappel tangible de ce qui importait vraiment, au-delà des tableurs, au-delà des métriques, au-delà des valeurs de marché. Les 3 avaient atteint un carrefour et ensemble choisi un chemin incertain, mais profondément significatif. Ce qui viendrait ensuite, aucun d'eux ne pouvait le prédire avec certitude. Mais ils avaient quelque chose de plus précieux que des certitudes. Ils savaient les uns les autres, un but partagé et le courage d'aller de l'avant, indépendamment des obstacles qu'ils rencontreraient en chemin. 3 mois peuvent passer comme un souffle ou une éternité, selon la perspective. Pour l'équipe du projet Connexion numérique, ce fut les 2 simultanément. Des journées intenses qui se fondaient les unes dans les autres en un tourbillon d'activités, de défis et de petites victoires quotidiennes. Par un mercredi, matin ensoleillé, exactement 90 jours après l'inauguration du centre, Élise arriva plus tôt que d'habitude. Elle appréciait ces moments de quiétude avant que l'espace ne se remplisse des voix animées des enfants et du bourdonnement constant des activités. En parcourant les couloirs, elle observa comment le lieu avait évolué en si peu de temps. Ce qui avait commencé comme un bâtiment rénové à la hâte affichait maintenant la personnalité unique du projet. Les murs, autrefois de couleurs neutres, étaient redécorés de fresques créées par les enfants eux-mêmes, combinant art traditionnel et numérique.
Chaque salle thématique reflétait les intérêts et besoins spécifiques des différents groupes d'âge. Le laboratoire de robotique, ajouté récemment, montrait déjà les résultats impressionnants des ateliers conduits par des ingénieurs volontaires de TechVision. Plus significative, cependant, était la transformation invisible, l'esprit du lieu, la confiance croissante des enfants, l'implication grandissante des familles, l'intégration progressive avec la communauté universitaire voisine. Le projet s'était enraciné organiquement, croissant au-delà des attentes initiales. Pensive de si bon matin, la voix familière de M. Gérard interrompit ses réflexions. Le professeur, qui avait fêté ses 73 ans la semaine précédente, démontrait une vitalité renouvelée que même ses propres proches commentaient avec admiration. « J'absorbe simplement tout avant la réunion de cet après-midi », répondit Élise, faisant référence à la rencontre décisive avec le conseil de TechVision qui déterminerait l'avenir du projet. M. Gérard acquiesça compréhensif. Ces 3 derniers mois, il était devenu non seulement un collaborateur, mais un ami et mentor pour Élise. Leur conversation quotidienne, mêlant philosophie pratique et stratégie pédagogique, avait créé un lien qui transcendait le partenariat professionnel. « Nerveuse ?» demanda-t-il, tandis qu'ils marchaient ensemble vers la petite cuisine communautaire. « Curieusement, non, » répondit-elle, réalisant la vérité de ses propres paroles. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les résultats sont là pour qui veut les voir. Ce qui arrivera maintenant ne diminue en rien ce que nous avons déjà construit. » Le vieux professeur sourit, fier de son évolution. Quand ils s'étaient rencontrés sur la route 3 mois plus tôt, Élise était une professionnelle talentueuse, mais fragilisée par les circonstances, la perte de son emploi, l'incertitude financière, le sentiment d'avoir failli aux enfants qu'elle servait. Maintenant, elle irradiait une confiance sereine, qui venait non pas d'arrogance, mais d'un but accompli. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans ce que nous avons construit ?» « Ici, commenta M. Gérard pendant qu'ils préparèrent le café, ce ne sont pas les résultats mesurables, bien qu'ils soient remarquables. C'est la façon dont ce projet est devenu un écosystème auto-alimenté de générosité et de connaissance. » Élise acquiesça, pensant aux innombrables exemples dont ils avaient été témoins. Des adolescents qui venaient initialement juste pour utiliser les ordinateurs se portaient maintenant volontaires pour enseigner aux plus jeunes. Des parents qui savaient à peine lire participaient à des ateliers d'alphabétisation numérique. Des professeurs d'université offraient leur temps libre pour des activités spécialisées. Des employés de TechVision, inspirés par l'exemple de Raphaël, se relayaient comme mentors bénévoles. « C'est comme vous le dites toujours, » observa-t-elle, servant 2 tasses de café. « La bonté engendre la bonté. À échelle exponentielle, » compléta M. Gérard, ses yeux brillants, comme cette petite Clara l'a prophétisé dans son dessin, une famille connectée par un but, non par obligation. Pendant qu'ils conversaient, Béatrice arriva portant son inséparable ordinateur portable et une pile de documents imprimés. Ces derniers mois, la petite fille de M. Gérard était devenue une présence constante dans le projet, partageant son temps entre l'achèvement de sa thèse de doctorat et la documentation méticuleuse de chaque aspect de connexion numérique. « Bonjour, écrivains matinaux », les salua-t-elle gaiement. « J'ai apporté les analyses finales que Raphaël a demandées pour la réunion. Les chiffres sont encore meilleurs que ce que nous espérions. » Elle étala graphiques et tableaux sur la table, taux de fréquentation, évolution des performances scolaires, évaluation des enseignants, retour des familles, données d'utilisabilité des systèmes, métriques d'engagement. Chaque document racontait une partie de l'histoire de réussite qu'ils avaient construite ensemble. « Impressionnant », commenta Élise, examinant un graphique qui montrait l'amélioration des résultats scolaires des enfants participants. 90% des élèves ont présenté une avancée significative dans au moins 2 matières. Et nous ne parlons pas seulement de notes, ajouta Béatrice, pointant vers un autre rapport. Les enseignants des écoles signalent des améliorations en concentration, participation et confiance en soi. Cela va bien au-delà de ce que nous pourrions mesurer quantitativement. Et qu'en est-il du potentiel commercial ? Demanda M. Gérard, conscient que ce serait un point crucial lors de la réunion avec le conseil. Il a également dépassé les attentes, répondit Béatrice, sélectionnant un autre ensemble de documents.
l'équipe de développement a incorporé plus de 300 suggestions d'amélioration basées sur les retours des enfants. 2 brevets ont déjà été déposés pour des innovations spécifiques développées durant le projet. Et le plus impressionnant, 3 académies ont déjà manifesté un intérêt formel pour la plateforme. La journée se déroula avec l'intensité habituelle. Les enfants arrivèrent après l'école, remplissant le centre d'énergie et d'enthousiasme. Des équipes d'adolescents travaillaient sur des projets de programmation et robotique. Un groupe de mères participait à un atelier d'entrepreneuriat numérique. Dans la salle de musique, un quatuor à cordes de l'université offrait une présentation didactique sur les instruments classiques. Vers 4 heures de l'après-midi, Raphaël arriva. Ces 3 derniers mois, il était devenu une présence régulière dans le projet, consacrant au moins 2 jours par semaine aux activités à Montpellier, malgré ses responsabilités à Paris. La transformation dans son apparence et son comportement était notable pour qui l'avait connu avant. L'expression tendue et calculatrice avait cédé la place à un visage plus détendu et présent, et même sa posture corporelle semblait moins rigide. « Comment vont les nerfs pré-réunion » demanda-t-il, rejoignant Élise, M. Gérard et Béatrice dans la petite salle qui servait de bureau administratif. « Étonnamment calme, » répondit Élise. « Et les vôtres ?»« Tendus, » admit Raphaël avec un sourire ironique. Ce qui est curieux, considérant que j'ai passé 15 ans à faire des présentations aux actionnaires et conseils sans ressentir le moindre trac. La différence est que maintenant, vous vous souciez vraiment du résultat, observa M. Gérard avec perspicacité. Pas seulement comme un dirigeant défendant des chiffres, mais comme une personne défendant quelque chose en quoi elle croit profondément. Raphaël acquiesça, reconnaissant la justesse de l'observation. Exactement. Et l'ironie est que, même si le Conseil décide contre la poursuite du soutien corporatif, j'ai déjà décidé que je continuerai à financer le projet avec des ressources personnelles. Cette déclaration ne surprit aucun d'entre eux. Ces derniers mois, ils avaient été témoins de la transformation graduelle mais profonde de Raphaël, d'un dirigeant principalement focalisé sur les résultats à quelqu'un qui redécouvrait le sens du but et de la connexion humaine. Il serait fou de ne pas renouveler le soutien, commenta Béatrice, faisant un geste vers les rapports imprimés. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans un monde idéal, oui, acquiesça Raphaël. Mais les décisions corporatives ne sont pas toujours basées uniquement sur des données objectives. Il y a des politiques internes, des agendas personnels, des visions conflictuelles sur l'orientation stratégique de l'entreprise. Quelle que soit leur décision, dit Élise, ce que nous avons construit ici est déjà réel et change des vies. Personne ne peut nous enlever cela. La visioconférence avec le conseil de TechVision était prévue pour 17 heures. Il avait choisi de la réaliser depuis le centre lui-même, plutôt que dans un environnement corporatif, pour que les conseillers puissent voir le projet en plein fonctionnement. À 16h55, Raphaël, Élise, M. Gérard et Béatrice se réunirent dans la salle de conférence improvisée. À travers les vitres, ils pouvaient voir les enfants engagés dans diverses activités dans l'espace principal, un témoignage vivant de l'impact du projet. Ponctuellement, à 17 heures, l'écran mural s'illumina, révélant les visages sérieux des 12 membres du Conseil, réunis dans la salle de réunion à Paris. Victor Martin, le conseiller vétéran qui avait défendu le projet 3 mois plus tôt, prit la parole. « Bonsoir à tous. Nous sommes réunis pour évaluer les résultats de la période probatoire du projet Connexion numérique et délibérer sur sa continuation en tant qu'initiative officielle de TechVision. » Durant les 90 minutes suivantes, Raphaël et l'équipe présentèrent les résultats obtenus, répondirent à des questions détaillées sur les aspects financiers, techniques et pédagogiques et discutèrent des plans d'expansion pour les mois à venir. La présentation fut professionnelle et objective, mais aussi parsemée d'histoires personnelles et d'exemples concrets qui humanisaient les données. Pour conclure, Raphaël proposa quelque chose d'inattendu. « Mesdames et messieurs du Conseil, au lieu de terminer avec plus de graphiques et de projections, nous aimerions vous présenter quelques personnes qui peuvent mieux parler que n'importe lequel d'entre nous de l'impact réel de ce projet. » D'un geste, il ouvrit la porte, invitant à entrer 3 jeunes, Clara, la fillette du dessin maintenant avec une confiance qu'elle ne montrait pas 3 mois auparavant, Pierre,
un adolescent qui avait découvert dans le projet sa vocation pour la programmation, et Madame Zoé, la grand-mère sceptique qui était devenue l'une des participantes les plus actives des ateliers pour adultes. Chacun parla brièvement de son expérience dans Connexion numérique. Clara montra fière une application éducative qu'elle avait aidé à tester et à perfectionner. Pierre expliqua comment les mentorats techniques avaient non seulement développé ses compétences, mais élargi ses horizons professionnels. Madame Zoé, avec l'éloquence simple de qui a beaucoup vécu, parla de comment le projet avait apporté dignité et espoir à une communauté habituée aux promesses non tenues. Quand ils eurent terminé leurs témoignages et quitté la salle, un silence réfléchi plana sur la visioconférence. Même les conseillers les plus sceptiques semblaient touchés par les récits authentiques. « Je crois qu'ils ont parlé d'eux-mêmes », commenta doucement Raphaël. « Ce ne sont que 3 exemples parmi des centaines de vies qui sont en train d'être transformées. Nous ne demandons pas de la charité ou de la philanthropie superficielle. Nous proposons un nouveau modèle d'affaires qui combine impact social authentique et innovation technologique durable. Un modèle qui peut repositionner TechVision non seulement comme leader du marché, mais comme pionnière d'un nouveau paradigme d'entreprise. » Victor Martin, qui avait tout observé avec une attention particulière, se pencha en avant sur sa chaise. « Raphaël, quand vous avez apporté cette proposition il y a 3 mois, j'avoue que mon soutien était davantage un vote de confiance en vous personnellement que dans le projet lui-même. Aujourd'hui, je vois que j'avais tort. Connexion numérique n'est pas seulement viable, il est nécessaire tant pour les communautés qu'il sert que pour l'avenir de TechVision elle-même. » Il se tourna vers les autres conseillers. « Je propose non seulement la continuation du projet, mais son expansion comme une branche stratégique de l'entreprise, avec un budget dédié et une autonomie opérationnelle. » Marie Lefebvre, qui avait été l'une des plus sceptiques 3 mois auparavant, seconda étonnamment la proposition. « Je suis d'accord avec Victor. Les résultats sont convaincants, non seulement en termes sociaux, mais aussi comme laboratoire d'innovation et de développement de marché. TechVision a une opportunité unique de mener un mouvement que d'autres entreprises suivront inévitablement. » Après une brève délibération, le Conseil vota à l'unanimité pour l'approbation de la proposition de Victor. Le projet Connexion numérique non seulement continuerait, mais serait étendu et formellement intégré à la structure corporative de TechVision, avec un budget significativement augmenté et la perspective de réplication dans d'autres villes françaises. Quand la visioconférence se termina, Raphaël, Élise, Monsieur Gérard et Béatrice restèrent silencieux quelques instants, absorbant l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli. « Nous avons réussi », dit finalement Béatrice, un large sourire illuminant son visage. « Et pas seulement l'approbation du Conseil, nous avons prouvé qu'il est possible de concilier objectifs social et viabilité économique. Nous avons prouvé plus que cela, » ajouta Monsieur Gérard avec la sagesse sereine de qui voit au-delà de l'immédiat. « Nous avons prouvé que les connexions humaines authentiques sont encore la force la plus transformatrice qui existe. Qu'un simple geste d'aide au bord d'une route peut déclencher une vague de changements qui affecte des centaines de vies. Et qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir qui nous sommes vraiment et ce qui compte vraiment, » compléta Raphaël, sa voix portant une émotion que, des mois auparavant, il aurait considérée comme inappropriée pour un PDG. Élise observa les 3 avec un mélange de gratitude et d'admiration. Chacun, à sa manière, avait été essentiel pour le voyage qu'ils avaient partagé. Monsieur Gérard avec sa sagesse philosophique et son humanisme inébranlable. Béatrice avec son énergie jeune et sa capacité à documenter et communiquer la vision. Raphaël avec ses ressources et le courage de redécouvrir son but originel. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans tout cela ?» dit-elle, tandis qu'il quittait la salle de conférence et marchait vers l'espace principal, où les enfants continuaient leurs activités, inconscients de la décision corporative qui avait assuré l'avenir du projet. Comment quelque chose d'aussi grandiose peut naître de quelque chose d'aussi simple? S'arrêter pour aider quelqu'un sur la route n'est pas extraordinaire. C'est ce que n'importe quelle personne décente ferait. Et pourtant, de ce moment est né tout ceci. C'est peut-être exactement pour cela que ça a fonctionné, observa Raphaël. Parce que ça a commencé avec authenticité, pas avec stratégie, avec une connexion humaine authentique, pas avec une planification d'entreprise. Dans l'espace principal,
Clara vint en courant à leur rencontre, tenant une tablette. « Ça a marché? Ils nous ont aimés » demanda-t-elle anxieusement. « Ça a très bien marché » confirma Élise, s'abaissant pour être à la hauteur de la fillette. « Ils vous ont adoré. » Clara sourit, révélant l'absence d'une dent de devant. « Je le savais! Personne ne résiste quand on parle avec le cœur, n'est-ce pas? C'est ce que tante Béatrice m'a appris avant qu'on entre là-bas. » « Sage leçon, » acquiesça M. Gérard, échangeant un regard amusé avec sa petite fille. La fillette montra, alors ce qu'elle faisait sur la tablette, une nouvelle version de son dessin original, maintenant beaucoup plus élaboré. La famille Connexion Numérique s'était agrandie, incorporant des dizaines de figures interconnectées. Vous voyez, maintenant il y a plus de monde, parce que la famille grandit, expliqua-t-elle avec la logique simple et profonde de l'enfance. Et elle va grandir encore plus, n'est-ce pas? Oui, Clara, répondit Raphaël, se surprenant lui-même par la certitude dans sa voix. Elle va grandir plus que nous ne pouvons l'imaginer. 6 mois plus tard, la prédiction de Raphaël commençait à se concrétiser. Le projet Connexion Numérique non seulement prospérait à Montpellier, mais débutait ses premières expansions. Un centre à Paris, un autre à Bordeaux, avec des plans pour 5 villes supplémentaires l'année suivante. Le modèle développé par eux était devenu une référence nationale en inclusion numérique humanisée, attirant l'attention d'éducateurs, d'entrepreneurs et de décideurs politiques. Béatrice avait finalement achevé son livre, documentant non seulement la méthodologie du projet, mais le parcours humain derrière celui-ci. Intitulé « Connexion qui transforme », comment 3 étrangers ont réimaginé l'éducation numérique en France, le livre était rapidement devenu un best-seller, inspirant des initiatives similaires dans divers secteurs. Par un après-midi d'automne, Élise, M. Gérard, Béatrice et Raphaël se réunirent sur la terrasse de la maison qu'ils avaient louée ensemble à Montpellier. Un espace qui servait tant de résidence temporaire que de lieu pour la planification stratégique, loin de l'agitation des centres. Ils partageaient une bouteille de vin tout en observant le coucher de soleil sur la Méditerranée. « J'ai reçu une invitation intéressante aujourd'hui », commenta Raphaël, faisant tourner pensivement son verre dans ses mains. « Une conférence internationale sur technologie et impact social à Lisbonne. Ils veulent que nous présentions Connexion Numérique comme étude de cas. »« Le Portugal, j'ai toujours voulu y aller », s'exclama Béatrice avec enthousiasme. « Imaginez les possibilités d'étendre le modèle internationalement. »« Une étape à la fois, ma chérie, » conseilla M. Gérard, bien que ses yeux brillent de la même excitation. « Nous avons encore beaucoup à apprendre et à perfectionner ici. » Élise resta silencieuse, contemplant comment leur vie s'était entrelacée de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir un an plus tôt. Elle, une éducatrice au chômage. M. Gérard, un professeur retraité visitant sa petite fille. Raphaël, un dirigeant déconnecté de ses valeurs d'origine. Béatrice, une doctorante en quête de son sujet définitif. 4 personnes qui auraient facilement pu ne jamais se rencontrer. « À quoi pensez-vous » demanda Raphaël, remarquant son silence réfléchi. « À combien la vie est surprenante » répondit-elle simplement. « Et à comment de petits gestes peuvent déclencher des transformations profondes. » Comme s'arrêter pour aider un vieil homme avec un pneu crevé, suggéra M. Gérard avec un sourire espiègle. « Exactement » acquiesça-t-elle, levant son verre dans un toast silencieux au hasard, au destin, ou quel que soit le nom qu'on donne aux forces mystérieuses qui rapprochent les personnes et créent des opportunités inattendues. Tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses, les 4 amis continuèrent leur conversation, partageant idées, rêves et plans pour l'avenir. Non plus des étrangers unis par coïncidence, mais des partenaires liés par un but commun et une histoire partagée. Quelque part dans la ville en contrebas, dans les maisons simples du quartier Saint-Martin, dans les salles modernisées du centre éducatif, dans les écoles publiques maintenant équipées de technologies accessibles, des centaines d'enfants et de familles vivaient des réalités transformées par cette rencontre fortuite sur la route. Et ainsi, l'histoire qui avait commencé par un simple geste de bonté continuait à se déployer, se ramifiant dans de nouvelles directions, touchant plus de vie, inspirant plus de connexion. Une histoire qui, comme Clara l'avait intuitivement compris, concernait fondamentalement la famille, non pas celle définie par le sang ou le nom, mais celle créée par des valeurs partagées, un but commun
et la capacité profondément humaine de tendre la main à ceux qui en ont besoin, sans attente de retour, simplement parce que c'est la chose juste à faire.